Bienvenue dans cette nouvelle édition environnementale de ce lundi 20 novembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. Le Togo a perdu 26 milliards de francs CFA dans le secteur de la productivité agricole. C'est une perte qui est principalement due au changement climatique. Au Rwanda, un prêt de 21 millions de dollars a été octroyé par le Fonds de l'OPEP pour le développement international OFID pour le soutien de l'expansion de la station de Karenga. Ce financement permettra de tripler la capacité de cette usine d'eau potable. Et puis, les Émirats arabes unis ont inauguré jeudi dernier l'une des plus grandes centrales solaires au monde. Vous en saurez plus dans un instant. Le changement climatique poursuit ses effets dévastateurs sur les économies africaines. Au Togo, les aléas climatiques ont entraîné une perte de productivité de 26 milliards de francs CFA, soit 1,23% du PIB. Cette situation alerte les autorités du pays. Plus de précisions dans le commentaire qui suit. Le Togo a subi une perte de productivité à hauteur de 26 milliards de francs CFA, soit 1,23% du produit intérieur brut en 2020 suite aux aléas climatiques. Les données relevées par le ministère de l'Environnement le 9 novembre dernier, en prélude de la COP28, indiquent qu'au cours de la dite période, le pays a connu des fortes inondations avec des pertes de superficie cultivable estimées à 6 900 hectares, soit 9 000 tonnes de pertes de productivité. Selon le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Foulibazi, le phénomène du réchauffement climatique continuera d'entraver sérieusement notre marche vers le développement et notre prospérité si rien n'est fait pour changer le paradigme. L'Agence nationale de protection civile ANPC a affirmé dans un rapport que l'impact des aléas climatiques s'est accéléré au Togo entre 2018 et 2020. Les populations affectées notamment par les inondations, les orages et les vents violents ont augmenté de plus de 700%, passant de 2 875 à 24 902 et ont atteint 45 361 en 2020. Selon l'environnementaliste Kosivi Adessou, le Togo doit résoudre dans un bref délai le problème grâce à la politique de reboisement déjà enclenchée et doit améliorer son système d'alerte précoce afin de mieux anticiper et éviter les catastrophes. Depuis le début de cette année, le pays a adopté un décret visant à stimuler le stockage de carbone. Ce mécanisme devrait contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le pays et renforcer la résilience des populations face aux chocs climatiques. Le Fonds de l'OPEP pour le développement international OFID soutient le projet de l'expansion de Karenga dans la province de l'Est du Rwanda avec un prêt de 21 millions de dollars. Ce financement contribuera notamment à porter la capacité de l'usine d'eau potable de Karenga à 4 800 m3 par jour. Alessandra Abikombi. Après les travaux d'expansion de 1985 et 2008, qui ont respectivement porté sur la capacité de la station de potabilisation de Karenga à 7200 m3 et 15 000 m3 par jour, contre 3 840 m3 à sa mise en service en 1975, l'usine sera de nouveau agrandie. Le gouvernement du Rwanda veut désormais porter cette capacité à 48 000 m3 par jour pour satisfaire les besoins en eau potable de l'ensemble des habitants de la capitale rwandaise Kigali et dans les zones environnantes du district de Rwamagana jusqu'en 2030. Le projet, dont le coût s'élève à 164,3 millions de dollars, est cofinancé par le Fonds de l'OPEP pour le développement international OFID grâce à un prêt de 21 millions de dollars accordé au gouvernement rwandais le 9 novembre 2023. Actuellement, l'usine d'eau potable de Karenga, située sur les rives du lac Mugezera, dans le district du Rwamagana, à environ 50 km au sud-est de Kigali, fournit 15 000 m3 d'eau par jour, dont 12 000 m3 acheminés vers Kigali et 3 000 m3 distribués aux populations du district de Rwamagana. À en croire la Société d'eau et d'assainissement du Rwanda, qui supervise le projet d'eau potable, l'expansion de la capacité de la station de Karenga à 48 000 m3 d'eau par jour
passera par la réhabilitation de la prise d'eau et des conduites de transport d'eau bruite, le déplacement de la station de pompage et l'amélioration de la capacité des pompes et des moteurs et l'extension du réseau de transport et de distribution de l'eau potable. Le projet prévoit également la construction de nouvelles pompes de prise d'eau, de réservoirs pour stocker l'eau potable, ainsi que la pose de nouvelles canalisations sur 33 km. Les autorités rwandaises annoncent la remise en service de l'usine d'eau potable de Karenj pour 2024. Avec le soutien de la Banque africaine de développement BAD, le gouvernement fédéral du Nigeria recherche un consultant pour la préparation d'un plan d'investissement sur l'eau et l'assainissement pour 6 de ces États. Retrouvons Alessandra Dekombi dans ce commentaire. Au Nigeria, le gouvernement fédéral prépare un nouveau plan d'investissement sur l'eau et l'assainissement pour améliorer ses services essentiels dans les États d'Akwa Ibom, Borno, Nasarawa, Niger, Ogun et Zamfara. L'élaboration de ce plan nécessitera une expertise technique et les autorités nigérianes en sont conscientes. C'est ainsi qu'un appel d'offres a été lancé le 31 octobre 2023 et devrait se refermer le 19 novembre prochain. Sur une durée de 6 mois à compter de la date de signature de l'accord, le cabinet de conseil recruté aura pour tâche de développer un plan directeur d'approvisionnement qui détaillera les projets d'investissement nécessaires pour la planification et l'expansion des systèmes afin de répondre à la demande d'approvisionnement en eau et d'assainissement à court, moyen et long terme dans les États ciblés. Il faudra également identifier les projets prioritaires et fournir un cadre général reliant toutes les autres initiatives relatives mises en œuvre dans le secteur de l'eau et l'assainissement. Les agences de l'eau dans les 6 États superviseront les services de conseil qui participeront à l'atteinte du 6e objectif de développement durable ODD 6 des Nations Unies qui vise à garantir l'accès universel à l'eau et à l'assainissement des populations à l'horizon 2030. Le Nigeria qui veut tenir cet engagement devra redoubler d'efforts car selon la Banque mondiale, environ 60 millions de Nigérians vivent toujours sans accès aux services d'eau potable de base, 80 millions sans accès à des installations sanitaires améliorées et 160 millions sans accès à une installation de base pour le lavage des mains. La couverture forestière du Kenya est actuellement d'environ 7%. Pour l'atteinte de l'objectif de 30% de couverture forestière dans la capitale Nairobi, le gouvernement a mis de côté plus de 80 millions de dollars américains pour accompagner l'exercice en cours. Les précisions dans ce commentaire. Dans le but de planter 15 milliards d'arbres d'ici 2030, le gouvernement kenyan mobilise et encourage sa population à participer dans la restauration de la couverture forestière du pays. Félix Koskei, chef cabinet et chef de fonction publique, a encouragé les habitants de Nairobi à planter des arbres afin d'augmenter la couverture forestière à plus de 10%. Le changement climatique aggrave les sécheresses dans la Corne de l'Afrique où les pluies ont manqué pendant 5 saisons consécutives. Le pays continue de souffrir de l'exploitation et du commerce illégal d'un grand nombre de ces forêts qui sont essentielles pour des zones de captage d'eau du pays. Les forêts stockent le carbone, l'un des principaux facteurs du réchauffement climatique. En revanche, la déforestation accélère le réchauffement climatique. Le président kenyan, William Ruto, a fait du programme national de restauration des paysages et des écosystèmes une priorité depuis son accession à la présidence en septembre 2022. Les habitants et entreprises situés le long de la côte de l'Atlantique au Bénin perdent leur bataille contre l'océan. Les experts affirment que le pays perd chaque année 30 mètres du littoral au profit de la mer. Léonce Sabo. Malgré les millions de dollars dépensés par l'État béninois pour protéger les communautés côtières de l'érosion marine, le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer ont exacerbé la vulnérabilité de la région côtière. L'un des pêcheurs, Raymond Mekpe, se souvient de son enfance, désignant ainsi la maison de ses grands-parents engloutis par la mer. Selon lui, le manque de surveillance et d'entretien en sont pour beaucoup. Le gouvernement a construit 13 structures le long des plages de Cotonou pour tenter de ralentir l'érosion. Le directeur général de l'environnement et du climat, Estile Outiklisou, déclare qu'il traite le problème segment par segment
selon le plan d'investissement et d'attaque élaboré par l'État. Selon lui, les 160 millions de dollars injectés par le gouvernement ont contribué à ralentir la progression de l'océan. L'océanographe Kossi Georges Degbe affirme néanmoins que placer des structures de protection de la côte à un endroit donné ne fait qu'avancer le phénomène. Il précise également qu'outre la montée des eaux due au changement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient avec des vagues très hautes qui se déferlent sur les côtes. Il faut souligner que l'érosion côtière affecte l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays du monde. C'est d'ailleurs l'un des sujets qui seront abordés lors de la conférence sur le changement climatique COP28 à Dubaï en décembre. Les Émirats arabes unis, le pays de la prochaine conférence de l'ONU pour le climat COP28, a inauguré jeudi dernier l'une des plus grandes centrales au monde. Cette centrale dédiée à l'énergie solaire va alimenter 160 000 foyers. Le pays vise ainsi l'atteinte progressive de la neutralité carbone. Rafi Tsoumberikou nous en parle. C'est l'une des plus grandes au monde, inaugurée la semaine dernière par les Émirats arabes unis en marge de la conférence de l'ONU sur le climat qui se tiendra dans ce riche état pétrolier. La centrale solaire Al-Dhafra est située en plein désert à 30 km au sud de la capitale Abu Dhabi. Les panneaux photovoltaïques issus de cette centrale sont installés sur une surface totale de 21 km² et ont la capacité de produire 2 gigawatts et d'alimenter 160 000 foyers selon les responsables du projet. La centrale va permettre d'éviter des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 2 millions de tonnes par an, a affirmé Bruno Bensasson, le PDG de l'EDF Renouvelable. Ce projet, présenté comme la plus grande solaire à site unique au monde, est détenu à 60% par les compagnies publiques émiraties Taka et Masdar, tandis que le chinois Jinko Power Technology et le français EDF Renouvelable se partagent les 40 restants. Mais selon le patron de Jinko Power, Charles Bay, cela équivaut à retirer 800 000 voitures de la circulation. Les Émirats arabes unis ont promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Un objectif qui ne concerne que les émissions nationales sans compter l'impact des hydrocarbures exportés. Le Climate Action Tracker reproche au pays de vouloir augmenter sa production de combustibles fossiles responsables du réchauffement de la planète. Il estime que les ambitions du pays ne sont pas suffisantes. Avec 4 millions de panneaux solaires à double face, mobiles et nettoyés par des robots, la centrale d'Al-Dhafra est dotée de technologies qui permettent d'augmenter son efficacité d'environ 20% par rapport aux centrales solaires classiques, a affirmé Abdelaziz Al-Oubeidel, le directeur des opérations de Masdar. Cette société d'énergie renouvelable émiratie est dirigée par le sultan Ahmed Al-Jaber, le patron de la compagnie pétrolière ADNOC et président de la COP28. Le pays du Golfe, qui prévoit d'augmenter sa production brute d'environ 3 millions de barils par jour à 5 millions d'ici 2027, s'est engagé en juillet dernier à tripler ses énergies renouvelables au cours des 7 prochaines années. Pour rappel, la conférence mondiale pour le climat se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre prochain. La Terre devient un créatorium pour ses habitants. Avec les chaleurs extrêmes, le nombre de décès pourrait quintupler d'ici 2050. Les canicules qui découlent du changement climatique anthropique rendent vulnérable la vie sur Terre. Viva Samana pour plus de compréhension. La chaleur pourrait causer 5 fois plus de morts d'ici 2050. C'est le constat alarmant qui ressort du 8e rapport du Lancet Countdown publié le 14 novembre dernier. À l'approche de la COP28, les 114 experts ayant participé à l'élaboration de ce rapport dénoncent la négligence des gouvernements, des entreprises et banques qui continuent d'investir dans le pétrole et le gaz. La directrice exécutive du Lancet Countdown, Dr Marina Romanello, déclare que l'inaction a un coût humain énorme et nous ne pouvons pas nous permettre ce niveau de désagrément et que nous le payons en vies humaines. D'ici 2050, le nombre de décès liés à la chaleur risque d'être multiplié par 4,7 sur Terre. Dirigé par l'université London College, ce travail dépeint les risques sanitaires grandissants de tout retard supplémentaire enregistré dans la lutte contre l'urgence climatique. Les auteurs soulignent comment l'inaction persistante coûte des vies humaines. En 2022,
L'humanité a été exposée à 86 jours de température élevée, dangereusement pour la santé. Le changement climatique anthropique a rendu au moins 2 fois plus susceptible l'apparition de 60% de ces journées à forte température. Et l'année 2023 semble sur les mêmes tendances avec l'observation des températures les plus élevées depuis plus de 100 000 ans. Selon la directrice exécutive du Lancet Countdown, il y a encore de la place pour l'espoir et de telles conclusions doivent engendrer une réaction immédiate des gouvernants axés sur la santé. Ceci passe d'abord par une baisse mondiale des émissions de gaz à effet de serre tout en offrant un meilleur accès à l'énergie, à un air pur, une eau plus potable, des régimes alimentaires plus sains et des villes plus vivables. La pêche commerciale et la circulation des grands navires seront interdites au large du pays insulaire de la Dominique dans une zone aménagée de 800 km. Cela est dû à la création de la toute première réserve des cachalots au monde, Léonce Sabou. La Dominique, petit État insulaire des Caraïbes, a annoncé la création de la première réserve de cachalots au monde. La zone, qui est à peu près équivalente à la surface de l'île même, s'étendra sur près de 800 km et sera protégée au large des côtes occidentales. Le premier ministre dominicain Roosevelt Skerrit a fait savoir que les 200 cachalots qui vivent dans leur mer sont considérés comme des citoyens précieux de l'île. Il espère par là augmenter les recettes touristiques et par la même occasion emprisonner davantage de carbone dans les fonds marins grâce à leurs propriétés biologiques. En effet, leurs excréments sont riches en nutriments qui favorisent la capture du dioxyde de carbone de l'eau de mer. Les cachalots sont les plus grands prédateurs à dents de la planète, pouvant atteindre jusqu'à 16 mètres de long. Ils sont présents dans le monde entier, de la Nouvelle-Zélande à l'Islande, mais apprécient particulièrement les eaux translucides de la Dominique, qui sont idéales pour leur alimentation et pour élever leurs petits. Les recherches du biologiste Shane Guerreau sur ces cachalots de la Dominique depuis 2005 démontrent que leur population est en déclin à cause des collisions avec les navires, des pêches accidentelles et de la pollution plastique. Un corridor sera creusé pour que les navires puissent accoster à Roseau, la capitale de l'île, explique Francine Baron, chef d'une agence pour la résilience climatique. Quant aux bateaux de plus de 18 mètres, ils seront interdits, tandis que la pêche artisanale à petite échelle restera autorisée. Après les tempêtes de Ciarán et de Domingo, la France est encore frappée par une forte dépression dénommée Frederico. Elle a balayé l'ouest de l'Hexagone et plusieurs départements sont placés en vigilance orange. Des rafles de vent ont soufflé jusqu'à la frontière belge. Vivace Amana. Pour la 4e fois en moins d'1 mois, une tempête touche la France. Une nouvelle dépression nommée Frederico balaie la France depuis ce jeudi. Des vents forts et des pluies abondantes ont touché un grand nombre de régions. Après les tempêtes Ciarán et Domingos, c'est au tour de la tempête Federico de déferler sur l'Hexagone. Elle est arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi depuis l'ouest et a touché une large partie du pays au cours de la journée. Certaines régions, à l'instar de la Bretagne et des Hauts-de-France, où les dégâts des dernières intempéries sont déjà spectaculaires, ont évité le pire. Selon les prévisions de Météo France, la dépression Federico est bien moins préoccupante que l'été Ciarán et Domingo. Le vent a soufflé fort, en particulier sur la moitié nord de la France, des côtes de la Manche jusqu'au nord de l'Aquitaine. Des rafales de 60 à 90 km/h sont relevées par endroits, notamment près de Poitou et en Manche. D'autres de 100 km/h ont touché le littoral atlantique et les côtes de la Manche. La pluie a été également au rendez-vous en abondance par endroits. Les départements de Pas-de-Calais, du Nord, de la Vendée et de la Charente-Maritime ont été placés en vigilance orange. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les perturbations se sont concentrées le long des frontières à l'est jusqu'à la Belgique voisine. Dans le reste de l'actualité, le numérique et les terminaux sont devenus indispensables, mais très peu connaissent leurs impacts environnementaux. En effet, l'impact carbone du numérique sur l'environnement est inquiétant. Il représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et ce chiffre risque de doubler d'ici 2025. Le point avec Rafitou Bereko. Le constat est sans appel. Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et ce chiffre risque de doubler d'ici à 2025. En France, le secteur du numérique représente 2% des émissions de gaz à effet de serre et pourrait atteindre les 7% d'ici 2040.
Mais comment expliquer un chiffre aussi conséquent pour un secteur qui semble immatériel, indolore, voire magique? Aussi appelé pollution numérique, cet impact environnemental tente de prendre en compte la consommation d'énergie, l'extraction de minerais, le coût du transport jusqu'à la phase de recyclage d'un produit numérique. Cette évaluation se sent par l'impact environnemental, qu'il soit positif ou négatif. La pollution numérique est causée par 3 sources principales. Les utilisateurs avec leurs différents équipements informatiques, les centres de données ou data centers et enfin les services et applications numériques. Le numérique pollue dans son ensemble, mais la consommation mondiale de streaming vidéo émet 300 millions de tonnes de CO2 dans le monde chaque année, ce qui constitue un chiffre important. Selon Data Center Map, il y en aura 4500 data centers repartis dans 122 pays. Mais comment ces centres et ces serveurs peuvent-ils rejeter autant de CO2? Y aurait-il des cheminées invisibles au-dessus des data centers? La Chine seule est à l'origine de 2,35% de la consommation totale d'électricité du pays. Et contrairement à la France, l'électricité chinoise n'est pas produite à partir d'énergie nucléaire, mais du charbon. À l'heure actuelle, les centres de données chinois utilisent un mix énergétique composé à 73% de charbon, à 23% d'énergie renouvelable et à 4% d'énergie nucléaire, selon une étude de Greenpeace et de l'Université North China Electric Power. Il n'y a donc pas de cheminée invisible, mais bien une pollution notoire. Les data centers ont besoin de beaucoup d'électricité et cette électricité provient en grande majorité du charbon et les rejets de CO2. Les data centers sont donc conséquents. En début 2018, l'ONG Greenpeace observait que 50% de l'approvisionnement en électricité reposait sur les énergies fossiles, tandis que 17% s'appuyait sur des énergies renouvelables. Depuis plusieurs années, il est possible de s'appuyer sur l'hébergement web vert, c'est-à-dire des serveurs qui tournent grâce aux énergies renouvelables, éoliennes et solaires en majorité. Beaucoup d'acteurs le promettent, mais peu l'appliquent réellement. À noter également que Facebook, Apple et Google se sont engagés depuis 2017 à approvisionner 100% de leurs data centers en énergie renouvelable. Un objectif très difficile à réaliser au vu de l'explosion de la production et de l'utilisation des données à travers le monde. Enfin, l'impact du numérique sur l'environnement ne s'arrête pas aux émissions de gaz à effet de serre. Le numérique participe également à la pollution et à la destruction des écosystèmes. C'est la fin de cette édition environnementale. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Green TV International. Excellente semaine à tous.